écoutez, merci d'être présent. Deux petits mots. Donc, je suis Julien Escalon, je suis chirurgien gynécologue à la clinique Veldon et effectivement, ça fait maintenant quelques années, 5-6 ans que je me suis spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose et on le reverra un petit peu la prochaine fois, mais pour dépasser un petit peu la façon traditionnelle de prendre en charge de l'endométriose, c'est-à-dire une façon très, comme pour toute autre pathologie, et où on se rend compte rapidement que dans l'endométriose, c'est quelque chose qui est limité, eh ben, on a décidé de mettre en place sur la clinique un véritable centre de prise en charge de l'endométriose. Ça sera le sujet du prochain webinaire, vous expliquer du coup en quoi notre prise en charge elle est différente, comment elle s'articule avec la prise en charge des soignants de premier recours en endométriose. Du coup, ce soir, le sujet, c'était de faire un petit rappel sur ce qu'est l'endométriose et finalement, qu'est-ce que vous devez savoir et comment est-ce que vous allez pouvoir prendre en charge les patients. Alors, du coup, au programme ce soir, on va voir 5 points. L'endométriose, de quoi parlons-nous? Quelle est la symptomatologie des patients endométriosiques? Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Quels sont les moyens thérapeutiques à notre disposition? Et en pratique, comment prendre en charge ces patientes, toujours dans la perspective de, voilà, je suis un gynécologue médical, je suis un médecin généraliste, je suis une sage-femme, je prends en charge ces patientes. L'endométriose, alors la première chose qui me fait je trouve toujours intéressant à dire, parce que ça met un petit peu en lumière les choses, la première description d'une pathologie qui est l'endométriose date de 1690. 1690, c'est Louis XIV qui est à Versailles, donc c'est vraiment quelque chose d'ancien. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dès ces premiers écrits qu'on retrouve du XVIIe siècle, on a cette notion d'une certaine fréquence, puisque à l'époque, la recherche médicale consistait surtout à donner son nom à une pathologie et aucun des auteurs dont on a retrouvé les écrits à l'époque ne donne son nom à cette pathologie-là et au contraire, tous disent dans leurs écrits que c'est une pathologie dont ils ont entendu parler et qui déjà a noté les choses. Donc ça donne quand même un relief, probablement que l'endométriose concerne les femmes depuis toujours. À l'heure actuelle, on estime que c'est une femme sur 10 en âge de procréer, ce qui fait la bagatelle de 1,5 à 2,5 millions de personnes, de femmes en France. C'est, si on s'intéresse plus spécifiquement à celles qui sont atteintes d'infertilité, ça peut aller jusqu'à 5 femmes sur 10. Pareil pour ce qui concerne les douleurs pelviennes chroniques. Jusqu'à présent, on dit qu'il y a jusqu'à 9 ans de retard diagnostique, c'est-à-dire 9 ans de patientes qui vont être un petit peu en errance avec des douleurs mal ou non prises en charge. Le coût social de l'endométriose, c'est quasiment 10 milliards d'euros par an si on s'intéresse à la fois aux coûts médicaux directs et aux coûts indirects qui sont liés à la perte de la productivité, à l'absentéisme, aux arrêts de travail, etc., etc. C'est du coup un ordre d'idée à peu près autant que le diabète ou des pathologies comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans endométriose, on a le terme endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse interne de l'utérus. L'endométriose, ça va être du coup le développement de tissus semblables à l'endomètre en dehors de l'utérus, en dehors de la cavité utérine. Et du coup, ça va être la présence et le développement de ces tissus qui, en position anormale, va expliquer la symptomatologie et les conséquences de la maladie. On voit que la définition de l'endométriose, c'est une définition histologique, c'est-à-dire c'est une lésion visible au microscope, hein, vous l'avez sur la partie en bas à droite, mais du coup, c'est pas quelque chose que ça va être différent de la maladie, parce qu'on va voir qu'il y a des possibilités d'atteinte endométriosique qui seraient asymptomatiques. L'endométriose, elle va concerner quels organes, quelle localisation? En premier lieu, le pelvis et l'abdomen. Donc, le pelvis étant effectivement cette zone dans laquelle on va avoir tous les organes génitaux de la femme, génitaux internes. Mais on va pouvoir avoir d'autres localisations qui sont un peu plus exotiques. On a noté régulièrement des atteintes au niveau du thorax et de la plèvre, notamment, avec des phénomènes de pneumothorax cataméniaux. On peut avoir des atteintes ménagées. Il y a même des atteintes lacrymales qui ont été décrites.
Si on s'intéresse, et on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement aux atteintes pelviennes et abdominales, puisque ce sont les plus fréquentes et de loin, en fait, il y a 3 types d'atteintes endométriosiques. On peut avoir de l'endométriose superficielle, on va le revoir, de l'endométriose ovarienne ou de l'endométriose profonde. L'atteinte superficielle, donc, c'est une forme qui va être limitée à la surface du péritoine. C'est quelque chose qui pourrait être transitoire, selon certains auteurs. Cependant, ça va être quand même une forme, c'est pas une forme light de la maladie. On peut vraiment avoir des atteintes douloureuses importantes avec des lésions superficielles. On peut vraiment avoir une infertilité primaire, voire même éventuellement des douleurs pendant les rapports. Donc, c'est superficiel, ça ne pénètre pas profondément au niveau des organes, mais en revanche, ça va pouvoir entraîner des symptômes assez importants. Voilà, ici 3 petites formes habituelles que l'on peut voir. Alors, je ne sais pas trop si vous voyez ma flèche ou pas, ça c'est l'interrogation, mais si vous la voyez, vous avez ici une forme sous l'ovaire, la forme en haut à gauche qui se fait des adhérences. Ici une forme classique de nodules bleutés comme on peut voir. Et enfin, ici une forme vieillie qui est du coup une forme un peu cicatricielle rétractive. L'endométriose ovarienne. Ce n'est pas un kyste ovarien stricto sensu, il naît plutôt de l'invagination de l'ovaire autour d'une lésion péritonéale initiale. On dit qu'il y a probablement un rôle de l'ovulation et des corps jaunes hémorragiques dans sa physiopathologie. C'est une forme qui est rarement isolée et en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un endométriome qui est franchement algique, c'est qu'il y a probablement une atteinte endométriosique associée et vraisemblablement une atteinte profonde. Sur ce petit film que vous allez voir, c'est pour vous montrer un petit peu, du coup, on est sous l'ovaire, là, on est en train de traiter les adhérences péritonéales. Donc, vous voyez vraiment l'ovaire, il est collé à ce qu'on appelle ici le péritoine de la fossette ovarienne. On est obligé de le libérer, de ces adhérences. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de libérer les adhérences, on va ouvrir le kyste. Donc, le kyste, il est bien né ici, sur cette zone péritonéale. Voilà, le kyste va s'ouvrir. Et là, on a ce fameux liquide chocolat dont on parle régulièrement. Donc là, ça, c'est pour vous montrer un petit peu, juste comme ça, 2-3 images, parce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte de ce que c'est. Du traitement d'un endométriome. Donc là, pour l'instant, on libère complètement l'ovaire pour vraiment retrouver une anatomie normale. On retrouve d'ailleurs ici un caractère qu'il faut vraiment retenir de l'endométriose, c'est que l'endométriose est une pathologie qui va altérer beaucoup l'anatomie normale, puisque c'est une pathologie qui entraîne des rétractions des adhérences et du coup, ça va être l'une des complexités de la prise en charge de cette pathologie chirurgicale. Là, en fait, on est en train d'utiliser un appareil qui s'appelle le PlasmaJet, qui est quelque chose qui va ici donc brûler l'endométriome. L'intérêt, c'est qu'on a un traitement qui est très superficiel en surface. Donc, l'idée, c'est de vraiment, vous voyez, là, on est en fin de procédure, on a presque complètement charbonisé l'ensemble de l'intérieur de l'endométriome. On a détruit l'endométriome et cette technique-là, elle est utilisée pour préserver les ovaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie de l'endométriome ovarien est une chirurgie qui altère les ovaires et ça peut poser problème dans la prise en charge des patients. Voilà, c'est juste un petit film pour vous montrer 2-3 petites choses. Je vais essayer de pas le remettre. Voilà. Donc, on a vu atteinte superficielle, on a vu atteinte ovarienne, maintenant atteinte profonde. Classiquement, ça concerne des zones qui sont situées en arrière de l'utérus et juste au-dessus du cul-de-sac vaginal postérieur, ce qui explique que ça va être une zone qui va être pour laquelle on va être particulièrement attentif lors des examens cliniques. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça concerne du coup ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés, principalement à gauche, le cul-de-sac vaginal postérieur, et on peut avoir des atteintes du tube digestif, des atteintes de la vessie, de l'urtère, etc. La définition de l'atteinte endométriosique profonde, c'est normalement quelque chose qui pénètre à plus de 5 mm à l'intérieur d'un organe, mais on va retenir qu'en gros, une atteinte endométriosique profonde, c'est une atteinte qui pénètre vraiment un organe. Là, vous avez une atteinte qui est située en avant de la vessie, en avant de l'utérus. L'utérus serait là, on a la vessie qui est ici, et on a une espèce de gros accolement, un peu comme une grosse cicatrice kéloïde qu'on pourrait voir. Ça, c'est une lésion d'endométriose profonde de la vessie. Ici, on ne le voit pas trop, c'est une lésion d'endométriose profonde au niveau du rectum. Le rectum est ici. Et ça, c'est la même patiente disséquée.
vous avez le rectum et vous avez cette espèce de gros champignon là qui fait 4 cm, qui est la lésion d'endométriose profonde. Un petit mot sur l'adénomiose avec probablement deux formes qui sont probablement deux pathologies différentes. Encore une fois, l'adénomiose, c'est une définition comme l'endométriose histologique, c'est-à-dire au microscope. C'est la présence d'inclusion endométriale dans le muscle utérin, pas en dehors de l'utérus, mais vraiment dans le muscle. Alors, il y a différentes choses, on définit l'adénomiose diffuse, focale, peu importe. Mais en gros, c'est comme si on avait deux pathologies différentes. La pathologie la plus fréquente, c'est celle de la femme après 40 ans. C'est une patiente qui n'a jamais eu d'endométriose et qui d'un seul coup se met classiquement à avoir des règles abondantes. C'est fréquent, c'est un peu un mode de vieillissement utérin, et ces patientes, si on finit par les opérer parce qu'elles saignent beaucoup en leur enlevant l'utérus, il n'y a absolument pas d'endométriose dans le pelvis. Et puis on va avoir la forme de la femme jeune qui est associée à l'endométriose externe classique. Et du coup, cette présence d'adénomiose en plus d'une endométriose externe va être problématique pour nous parce qu'elle va limiter grandement notre prise en charge chirurgicale, parce que comme on a affaire à une femme jeune, on va pouvoir enlever cette atteinte adénomiosique. Et donc, si l'adénomiose participait de façon importante à sa symptomatologie douloureuse, il y aura toujours de l'adénomiose après notre chirurgie, donc ça va limiter l'efficacité. Et puis, ça limite aussi en termes de médecine de la reproduction, puisque c'est des patientes, l'adénomiose étant toujours présente, qui vont limiter même les techniques de fécondation in vitro. Alors, à l'origine de ces lésions, en tout cas pour le pelvis, la théorie qu'on retient, c'est ce qu'on appelle la théorie du reflux, celle des menstruations rétrogrades. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, ont des saignements qui s'extériorisent par le vagin, mais toutes vont aussi avoir des saignements rétrogrades dans le ventre, dans le pelvis, via les trompes. Et à un moment donné, chez 90% des femmes qui n'ont pas du coup d'endométriose, ce qui va se passer, c'est que ces greffes d'endomètre, ces débris d'endomètre qui arrivent systématiquement de façon cyclique au moment des règles vont être éliminés naturellement parce que l'endomètre n'a rien à faire ici. Et chez 10% des patientes, cet endomètre va avoir tendance à s'implanter et ensuite il y a une espèce de phénomène d'auto-entretien qui se reproduit à chaque fois et c'est comme ça qu'on imagine l'apparition des lésions. Pourquoi est-ce que cet endomètre s'implante? Est-ce que c'est parce que cet endomètre est intimement différent et pathologique par rapport aux endomètres de patientes non endométriosiques? C'est une hypothèse. Est-ce qu'il y a une problématique immunitaire qui fait qu'il y a une tolérance avec comme une espèce de maladie, alors pas auto-immune parce qu'on n'a pas de réaction au contraire là-dessus, mais en tous les cas, est-ce qu'il y a une tolérance immunitaire chez les patientes endométriosiques? Peut-être que c'est l'ensemble des deux phénomènes. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une participation génétique indéniable dans l'endométriose. On retrouve une agrégation familiale entre les vraies jumelles, d'une mère à une fille, etc. Et il y a une participation environnementale, parce que c'est aussi, on sait que probablement notre environnement actuel, avec plus d'oestrogène-like, avec d'autres choses, on a pu montrer, la dioxine aussi également a pu être incriminée dans l'augmentation du risque d'endométriose. Mais donc, on est sur une pathologie qui est multifactorielle. Il y a vraisemblablement des prédispositions génétiques et des modifications environnementales qui vont concourir à la pathologie. Voilà, après ces quelques rappels, on va s'intéresser à la symptomatologie. En fait, l'endométriose, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, ça peut soit rien donner du tout, soit donner une symptomatologie douloureuse, soit entraîner des problématiques de fertilité. Et c'est à travers ces différents tiroirs ou ces différentes ficelles qu'on va aborder les patients. Ça donne rien, c'est dans ce qu'on appelle l'endométriose asymptomatique, c'est entre 10 et 20% des patientes, c'est difficile de le savoir parce que par définition elles ne sont pas symptomatiques, donc c'est des découvertes fortuites. La seule phrase qui me vient à l'esprit quand j'ai ça, c'est que une endométriose symptomatique se cache derrière toute endométriose que l'on ignore. C'est-à-dire que quand on a affaire à une endométriose asymptomatique, est-ce qu'elle est vraiment asymptomatique ou est-ce que ni le corps médical ni la patiente elle-même n'ont identifié des symptômes. Et ça arrive, et c'est vrai que dès que vous allez avoir une patiente qui va venir vous voir avec une écho en vous disant tiens, je viens de découvrir une endométriose, c'est marrant, j'en ai pas de symptômes, le rôle du soignant va quand même être de déterminer si c'est vraiment le cas.
Si c'est vraiment le cas, on verra ce qu'on fait. Mais très souvent, en fait, on a une patiente qui est symptomatique, mais elle-même, son entourage, les différents médecins qu'elle a vus, etc., on lui ont fait dire que finalement, ces symptômes-là n'étaient pas en lien avec l'endométriose qu'on vient de découvrir. Quand l'endométriose fait mal, c'est ce résumé un petit peu ici, c'est ce qu'on appelle les 5D, un petit moyen mémotechnique qui nous permet de se rappeler un petit peu des choses. La première chose, c'est des douleurs de règles. Alors, ces douleurs de règles, c'est des douleurs importantes, on va dire, donc on va voir tout à l'heure que ça va être important d'essayer d'évaluer, d'avoir une évaluation objective des douleurs, et pour ça, il est très aisé d'utiliser des échelles EVA là-dessus. Les dysménorrhées évaluées à plus de 8 sur 10, par exemple, ça représente jusqu'à 40% des femmes. Donc, on voit que ce simple critère englobe les patientes endométriosiques probablement, mais tout un tas de patientes également qui n'ont pas d'endométriose. Donc, ça va être toujours un faisceau d'arguments qui va nous permettre de faire le diagnostic d'endométriose. C'est pas sur un symptôme précis. Ça va être les dysménorrhées, mais pas que. Puis des dysménorrhées quand même peut-être un petit peu différentes parce que quand même la patiente elle est obligée de s'arrêter. Elle ne peut pas aller au travail, il y a des arrêts de travail itératifs, il y a des hospitalisations itératives, il y a des choses comme ça. Donc, ça, c'est le premier point. Associé également, il faudra le rechercher à titre systématique, c'est la présence de douleurs pendant les rapports. Ces douleurs pendant les rapports, ces dyspareunies, ça va être des dyspareunies qu'on qualifie de profondes. Elles sont en lien très souvent avec les atteintes endométriosiques profondes que l'on a vues tout à l'heure, et ça va vraiment être le contact lors du rapport sexuel avec la lésion d'endométriose qui va entraîner la symptomatologie douloureuse. Et on va avoir des patientes qui vont nous décrire des dyspareunies positionnelles. Quand la pénétration n'est pas profonde, elles ont pas mal. Dans certaines positions, elles ont mal, donc elles font plus ces positions-là. C'est logique. Donc ça, c'est aussi un élément à rechercher. Globalement, les patientes endométriosiques, c'est les patientes qui ont plus souvent mal au ventre, même en dehors des règles. Alors, ça peut être au moment de l'ovulation, mais pas que. Et au final, on va souvent dire que la patiente endométriosique va être une patiente qui, au départ, était algique uniquement pendant les règles, et puis petit à petit, apparaissent des phénomènes douloureux qui deviennent quasiment quotidiens. Pour rentrer dans le schéma moyen mémotechnique des 5D, on a appelé dysurie et dyschésie, des symptômes urinaires et digestifs qui surviennent plutôt de façon élective pendant les règles. Pour ce qui est des dyschésies, ça peut être par des douleurs au passage de la selle à ce moment-là. Pour ce qui est de la dysurie, ça peut être, c'est pas vraiment des douleurs, mais c'est peut-être des fois des patientes décrivent qu'elles ont l'impression à certains moments du cycle de pas sentir vraiment si leur vessie est pleine ou d'aller uriner puis de se dire mince, est-ce que j'ai bien vidé ma vessie complètement. Enfin voilà, tout un tas de symptômes qui sont beaucoup plus rares. Faut être honnête, la dysurie, les symptômes urinaires, ça représente à peu près 3% des patients, donc c'est relativement rare, mais qui peuvent évoquer une atteinte endométriosique. Plus généralement, c'est les patients qui vont décrire des douleurs à la marge, qui vont décrire plus de fatigabilité. Toujours, quand même, ce qu'on retrouve, c'est quand même ces conséquences sociales, relation à l'autre, relation à soi, qui peuvent être ça. Et globalement, on note une altération de la qualité de vie des patientes endométriosiques. Donc, on arrive à faire la part des choses avec ces patientes qui ont des douleurs de règles certes importantes, mais franchement, si je prends pas d'anti-inflammatoires, ça me fait super mal, mais je prends 2 anti-inflammatoires et je suis reparti pour tout le mois tranquille. Celle-là, c'est probablement pas de l'endométriose. Le niveau d'atteinte va influencer l'expression des symptômes. Tout à l'heure, on parlait de ces atteintes en arrière de l'utérus, ces atteintes profondes. Clairement, ça donne plus souvent des douleurs pendant les rapports, en plus des douleurs de règles, bien sûr, des douleurs au passage de la selle, éventuellement des symptomatologies un peu bizarres au niveau urinaire. L'atteinte superficielle, souvent, c'est plutôt des dysménorrhées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le niveau d'atteinte et le niveau de douleur. Et du coup, la manifestation du symptôme douloureux est variable d'une personne à l'autre. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est sur une pathologie chronique. Quand vous avez des patientes que vous récupérez à 35 ans et qui ont des douleurs depuis l'âge de 15 ans, forcément, cette douleur, elle s'est modifiée. Et forcément, il y a un lissage qui s'est fait et c'est pas la même chose quand vous avez affaire à un petit jeune de 17 ans qui vient vous voir d'emblée. La survenue d'un symptôme douloureux n'est pas du tout obligatoire au cours de la pathologie. On a des endométrioses asymptomatiques, on l'a vu, on a des patientes infertiles à cause de l'endométriose qui n'ont jamais de douleur. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, en gros,
si on essaye d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette atteinte endométriosique, avant les règles, il n'y a pas d'endométriose, ça on est d'accord, donc pas d'endométriose, pas de douleur. L'endométriose apparaît forcément dès les règles. À quelle vitesse elle apparaît? On n'en sait rien. Quand va apparaître la douleur d'endométriose? Au même temps que l'apparition des lésions? Est-ce qu'elle apparaît avant parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui se mettent en place alors même qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lésions? Est-ce qu'elle apparaît longtemps après? Est-ce que c'est toujours la même chose chez toutes les patientes? Non, on n'a aucune réponse à ça et on n'en sait rien. Et c'est pas, il ne faut pas rejeter une endométriose sous prétexte que vous avez une patiente de 35 ans qui a fait 2 grossesses et qui d'un seul coup vient vous voir en disant « je ne comprends pas, je me mets à avoir mal pendant mes règles ». Ça peut tout à fait être une atteinte endométriosique et des fois, on va découvrir des atteintes endométriosiques importantes. Pourquoi est-ce qu'on est passé à côté avant? Pourquoi est-ce qu'elle-même est passée à côté? On n'a pas de réponse logique là-dessus. Juste un petit point pour vous expliquer 2 phénomènes d'amplification qui sont présents chez les patientes endométriosiques et qui font que l'endométriose, certes, ça fait mal, mais en fait, ça fait même beaucoup plus mal que ça ne devrait le faire. Si on prend une analogie rapide avec je me tape sur un marteau sur le doigt, on va exciter des récepteurs à la douleur au niveau local, au niveau du doigt. Plus je tape fort, plus j'excite de récepteurs, il y a une certaine logique, une certaine proportionnalité. Poc, 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 ça arrive jusqu'au cerveau. Le cerveau va moduler la douleur. Bien sûr, si je me fais taper sur les doigts dans une situation un peu inconfortable, je suis dans le noir, dans une pièce que je connais pas, et d'un seul coup, quelqu'un me tape sur le doigt, j'aurais probablement beaucoup plus mal que si je suis en train de planter un tableau, que c'est la 4e fois que je me tape sur le doigt et que j'en ai vraiment mal. Donc finalement, on a une espèce de proportionnalité de la douleur qui est présente. Si on fait la même chose chez la patiente endométriosique, la première chose qu'on peut noter quand même, c'est que la lésion d'endométriose en elle-même est une zone douloureuse puisque la lésion d'endométriose fait mal. Par contre, tout de suite, on voit que les patientes endométriosiques souffrent d'une première boucle d'amplification, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgie locale, c'est-à-dire que globalement, on n'a plus cette proportionnalité qu'on avait tout à l'heure, et d'emblée, alors même qu'on a une atteinte en douleur qui pourrait être modérée, on a beaucoup de récepteurs qui sont excités. Donc le message qui arrive au cerveau, c'est déjà beaucoup de douleur. Et au cerveau, il y a une deuxième phénomène d'amplification qui se met en place, c'est la sensibilisation centrale qui va encore plus majorer l'impression de douleur. Donc au final, d'une douleur objective à un certain niveau, on arrive à une douleur ressentie qui est beaucoup plus importante. C'est comme sur cette image-là, où là, vous avez juste la douleur, c'est juste quelqu'un qui tape sur un triangle, et en fait, grâce à ces 2 amplis hyper forts qu'on a, là, on prend un son très très fort sur la tête. Donc, l'endométriose, ça fait mal, et ça fait même plus mal que ça devrait faire mal. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il faut évaluer ces douleurs, c'est très important, à la fois comme critère objectif en faveur ou non de l'atteinte endométriosique, mais à la fois pour évaluer votre prise en charge et savoir si effectivement on est pertinent ou si on ne l'est pas. Dernier type de symptômes, l'endométriose et l'infertilité. Donc d'abord, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'infertilité. Et du coup, là, on a une définition qui est précise de la Société européenne de fertilité, qui est de dire que c'est l'absence de grossesse au sein du couple après 1 an de tentative. Donc, on distingue ça, et bien sûr, du désir de grossesse, qui est plus projeté, ça fait 2 mois. Voilà, on voudrait mettre une grossesse en marche l'année prochaine. Là aussi, l'atteinte endométriosique n'est pas corrélée avec, ou en tout cas, l'infertilité n'est pas corrélée avec le niveau d'atteinte. On peut avoir des atteintes superficielles qui sont responsables de l'infertilité, et puis des patientes avec des atteintes profondes, voire même importantes, des patientes qui ne parieraient pas qu'elle allait tomber enceinte spontanément, elle le fait. Globalement, 30% des femmes qui ont de l'endométriose pourront avoir une problématique d'infertilité. Les raisons de cette infertilité, alors la première raison, elle est, je dirais, caricaturale, c'est la modification anatomique induite par les lésions. C'est sûr que si vous avez des lésions, on a vu tout à l'heure, les lésions, je vous ai dit, elles modifient l'anatomie, elles vont rétracter, elles vont fusionner. Si vous avez une fusion des pavillons tubaires, que les trompes deviennent imperméables, effectivement, il y aura de l'infertilité. Mais ça, c'est la caricature, c'est pas ce qui se produit le plus souvent. Le plus souvent, finalement, on a des trompes qui sont perméables, qui sont plus ou moins jolies, il y a quelques lésions dessus, mais ça va être un contexte d'inflammation globale qui va entraîner cette infertilité.
infertilité, avec trois facteurs. Le facteur pelvien, c'est-à-dire que l'inflammation chronique produite par l'endométriose va empêcher une rencontre des gamètes de bonne qualité, et donc diminue les chances de fécondation. On va avoir un facteur ovarien. On a bien montré que les patientes, même si elles n'ont pas d'atteinte ovarienne, vont avoir une altération de l'ovulation et de la qualité des ovocytes, et c'est encore plus vrai s'il y a une atteinte ovarienne. Et puis, il peut y avoir des facteurs utérins. Ça aussi, c'est pareil. Même en dehors d'une atteinte adénomiosique, et l'atteinte adénomiosique va la majorer, il y a des altérations de la capacité d'implantation. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que les patientes endométriosiques qui ont des dyspareunies importantes, de temps en temps, elles ont franchement zéro rapport. Ça peut arriver parce que du coup, ça fait trop mal. Et forcément, c'est un peu complexe de mettre en route une grossesse dans ces conditions-là. Alors, intéressons-nous un petit peu à comment est-ce qu'on va faire le diagnostic de l'endométriose. Et la première chose que vous allez faire, c'est du coup un interrogatoire. Pour moi, clairement, c'est le temps le plus important. C'est celui qui va vous apporter le plus d'informations. Et la plupart du temps, ça va être, enfin, en tout cas, ça peut largement et tout objectivement être le seul temps de votre consultation, notamment chez la femme jeune. Le plus précis possible, on essaie de rechercher les symptômes. Moi, je les déroule directement avec les patients. Je reprends, OK, on démarre. Vous avez des douleurs de règles? Oui, comment? Combien de jours sur combien de jours, etc., etc. Avoir le plus de détails possible. Donc, intérêt de l'évaluation, effectivement, avec des échelles objectives. C'est vraiment aussi un temps d'écoute. On a souvent affaire à des patientes, en tous les cas, moi, quand je les vois un peu en ultime recours, des patientes qui ont un parcours un peu long, à qui on a souvent dit que les douleurs de règles, c'était normal. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est vraiment un temps qui est aussi très important pour elles, enfin, de pouvoir dire ce qu'elles ont sur le cœur. Le deuxième temps, c'est l'examen clinique gynécologique. Cet examen clinique gynécologique, il y a deux parties essentielles, le toucher vaginal et puis éventuellement un examen au spéculum. Je vous ai mis à côté, c'est pour vous montrer, hop là, pardon, je vais revenir, comme ça. Je vous ai mis à côté deux atteintes endométriosiques du fond vaginal. Ça fait une espèce de nodules bleutés au fond du vagin. Il faut chercher ça en arrière du col. Vous avez ici le col de l'utérus. Et puis l'autre, ici, ça fait une espèce de repli souvent, etc. Ça, c'est des choses qui se sentent à l'examen clinique. Donc, je reviens sur le toucher vaginal. Si on veut être certain d'avoir touché la bonne zone, il faut pouvoir se dire que vous avez réussi à passer en arrière du col de l'utérus et à le crocheter. Tant que vous n'avez pas réussi à sentir en avant de vos doigts le col de l'utérus, vous n'êtes pas au bon endroit pour chercher les lésions d'endométriose. Parce que en avant du col, dans le cul-de-sac vésico-utérin, vous n'en aurez quasiment jamais, c'est extrêmement rare. Donc, il faut vraiment aller chercher en arrière. Et là, quand vous êtes en arrière, vous êtes au contact de ce qu'on appelle le torus utérin, qui est l'une des zones les plus privilégiées d'atteinte endométriosique. Et puis, latéralement, par rapport à ce torus utérin, vous aurez le départ des deux ligaments utérosacrés. Et encore une fois, c'est là que la plupart du temps, il y a de l'atteinte endométriosique profonde. Donc, on fait un bon diagnostic et on est très précis finalement sur le diagnostic clinique de l'endométriose pelvienne profonde. On est quasiment aussi bon que l'IRM, en tout cas dans les études. Donc, on va chercher des nodules, mais ça peut être tout simplement plus fugace. C'est une perte d'élasticité, c'est une rétraction, c'est bien sûr des douleurs, mais voilà, c'est vraiment l'impression que le pelvis a perdu sa souplesse à cet endroit-là. Les examens complémentaires, ces examens complémentaires, il va y en avoir deux ordres, on va les revoir. L'échographie pelvienne et l'IRM essentiellement. Pour l'instant, il n'y a pas de marqueur biologique intéressant dans l'endométriose. L'échographie pelvienne, vous voyez ici quelques exemples, va être un examen très pertinent, notamment pour tout ce qui va être les atteintes ovariennes, les endométriomes. Vous en avez ici un exemple. Ça donne un aspect en verre dépoli, comme ici. Il y a souvent un niveau, parce que ça peut sédimenter un petit peu à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment pathognomonique, en général, on ne confond pas. Les autres localisations des ligaments utérosacrés, comme vous avez ici, ou comme le rectosigmoïde, sont plus difficiles à voir à l'échographie, demandent vraiment un petit peu d'expertise. L'échographie pelvienne, faite par des gens très pointus, c'est très intéressant, quasiment autant que l'IRM. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. On a des résultats qui sont quand même souvent décevants et il ne faut pas considérer qu'une échographie normale élimine le diagnostic d'endométriose. Tout au plus, une échographie normale élimine l'atteinte ovarienne, mais pour le reste, on ne pourra rien dire. Et de toute façon, les atteintes superficielles ne sont absolument pas visibles à l'échographie. Je vous ai mis tous les détails, pas pour les détails, mais comme ça, vous pourrez y revenir si vous revenez et pourrez lire un petit peu tout ça.
L'IRM, c'est l'examen de choix puisque les atteintes endométriosiques donnent des hypersignaux T1 francs qui nous permettent donc vraiment de faire le diagnostic des atteintes actives d'endométriose. Et c'est pareil, là ici vous avez voilà, un endométriome ovarien en hypersignal T1, c'est vraiment très pathognomonique de l'endométriose. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que même si on vous dit que c'est super bien, en fait, tout dépend des protocoles qui vont être utilisés, ça demande vraiment une connaissance importante et ça demande une systématisation et c'est aussi l'intérêt d'avoir un centre de prise en charge de l'endométriose parce que on se rend compte quand même que, sans jeter la pierre à personne, mais la qualité des IRM est très différente et vous pouvez avoir des IRM qui passent à côté d'une atteinte endométriosique tout simplement parce que on n'a pas fait de coupe fine sur les ligaments utérosacrés et que du coup, si on fait des coupes épaisses, on ne voit pas des lésions de petite taille. Donc c'est pareil, une IRM, il faut considérer que même normale, il peut y avoir une endométriose qui se cache derrière. Et encore une fois, les lésions superficielles sont très rarement visibles à l'IRM. Si voilà, c'est ce que je venais de critiquer un petit peu. Le message que j'ai envie de vous faire passer, en fait, globalement, c'est que je pense que ça relève pas du soignant de premier recours de prescrire ces IRM et ces examens d'imagerie. On le reverra un petit peu plus tard, mais à mon avis, votre rôle, c'est faire un dépistage d'endométriose. Et si vous avez comment dirais-je, un réseau qui est mis en place près de chez vous pour orienter vers un clinicien de l'endométriose, c'est à lui de prescrire l'IRM parce que il va faire une IRM chez un radiologue qui fait que ça ou qui fait beaucoup ça et on améliorera beaucoup la prise en charge de cette patiente. Donc, à mon avis, l'IRM n'est pas un examen qui devrait être prescrit par un soignant de premier recours. Non pas que vous n'êtes pas capable de le faire, mais que du coup, en fait, on risque de perdre de l'information ou de ne pas avoir un examen aussi efficace. Alors, si vous avez un radiologue référent de l'endométriose qui est bien identifié près de chez vous et que vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil, même le radiologue, il va être intéressé de savoir quel est l'examen clinique, etc. Si vous lui dites recherche d'endométriose, c'est pas la même chose que vous lui dites, voilà, l'examen clinique, j'ai une rétraction au niveau du ligament utérosacré gauche, etc., etc. Donc, à mon avis, le dépistage de l'endométriose, c'est votre niveau, et ensuite le diagnostic doit passer par une prise en charge d'un clinicien spécifique, on le reverra plus tard. Juste un petit mot sur un autre examen que vous croiserez peut-être, qui est la rectosonographie, qui est une échographie un petit peu particulière qui se passe par voie endovaginale, mais pour lesquelles, à l'intérieur du rectum, on a injecté un petit peu de sérum physiologique. C'est les examens qui nous permettent de découvrir ici, par exemple, vous voyez une atteinte rectale. Ici, donc, on a le sérum physiologique qui a été mis en place dans la lumière rectale. Et ici, on voit la nodule d'endométriose. Et ça nous permet à nous de déterminer quel type de geste digestif doit être réalisé quand il y a une atteinte endométriosique profonde. L'alternative à ça, c'est l'échographie endorectale qui est faite par nos collègues gastro-entérologues, mais cette échographie-là qui peut être faite au cabinet de gynécologie est souvent très intéressante et très pertinente. Vous avez peut-être entendu parler de ce test salivaire dont on nous annonce peut-être la sortie dans un avenir plus ou moins proche. Clairement, l'étude ici pose quelques questions quand même. Je réserverai mon intérêt à ce test plus tard. Pour moi, il pose beaucoup de questions, possiblement bien plus qu'il n'apporte de réponses. On verra ce que l'avenir sera fait. Mais clairement, en tout cas, au-delà de ça, c'est clair que la recherche génétique nous permettra vraisemblablement d'avoir des tests diagnostiques faciles à l'avenir. Voilà. On va balayer rapidement quels sont les moyens thérapeutiques à votre disposition dans la prise en charge médicale de l'endométriose. Et du coup, là, on parle de l'endométriose douloureuse. Et puis, on va essayer de passer assez vite là-dessus. Et ensuite, on verra quelques diapositives de cas concrets. Comment est-ce que vous prenez en charge dans quel type. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'une prise en charge de l'endométriose, c'est qu'on a affaire à une pathologie chronique. Ça veut dire que la thérapeutique qu'il faut qu'on mette en place, il faut qu'il y ait le moins d'effets indésirables, qu'elle soit le plus tolérée, parce que cette patiente, elle va le prendre pendant de nombreuses années. Donc, il faut vraiment juger les choses. C'est vrai que là, par exemple, on voit tout de suite disparaître les macroprogestatifs qui ont été une des stars de l'endométriose de ces dernières années et dont on sait maintenant qu'ils sont responsables de méningiome. Ceux-là, ils ne doivent plus être pris en charge.
En première intention, c'est la contraception œstroprogestative classique et qu'on va donner préférentiellement de façon continue pour éviter les règles. En fait, ce qu'on imagine à l'origine de la symptomatologie douloureuse, c'est la variation hormonale du cycle normal. Donc, si on casse complètement cette variation, voire si on n'en met aucune, on améliore la symptomatologie douloureuse. Dans le même esprit, on va retrouver le dispositif intra-utérin levonorgestrel à 52 mg. Pourquoi celui à 52 mg? C'est le plus ancien, c'est lui où il y a le plus d'études. Maintenant, c'est une patiente qui n'aurait jamais eu de grossesse. On peut essayer sur les stériles les plus récents qui sont sortis, en sachant qu'on a moins d'études là-dessus pour l'instant. Et puis, toujours dans ce même esprit, on a le microprogestatif oral, désogestrel, qui peut avoir un intérêt chez certaines patients. Globalement, l'idée générale, ça va être de proposer un schéma sans règles, puisque si on n'a pas de règles, en gros, on n'aura pas de douleur, en tout cas au moment des règles, c'est comme ça qu'on améliorera le mieux les choses. Toutes ces thérapeutiques n'ont pas de vertu vérifiée, absolue, disant que ça va empêcher l'évolution de la maladie et que demain, on n'aura pas une autre problématique avec une endométriose. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, ce sont les thérapeutiques médicales qui améliorent le mieux les patientes et on verra que c'est finalement notre objectif. En deuxième intention, il reste quand même d'autres choses. Les macroprogestatifs, on en a dit un mot. L'implant à l'étonogestrel, c'est pas très évalué. Puis globalement, en termes d'aménorrhée, on a des taux qui sont pas très, très satisfaisants. Donc, c'est vrai qu'on le vend pas trop dans cette indication-là. Les analogues de la LHRH ont été aussi des stars de la prise en charge de l'endométriose. Il y a une grosse problématique de mettre une patiente jeune en ménopause, clairement, à la carence oestrogénique. Donc, malgré des petites choses qu'on met en place, clairement, c'est des médicaments de deuxième intention et vous ne les prescrirez pas. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que chez une femme qui n'aurait pas de symptômes d'endométriose, il n'y a pas d'indication absolue à prescrire un traitement hormonal. C'est ce que je vous disais, le traitement hormonal, on n'a pas prouvé qu'il empêchait l'évolution. C'est pas parce qu'elle n'a pas de symptômes tout de suite, si vous lui donnez un traitement, qu'elle n'en aura pas demain. Donc finalement, on fait au cas par cas. Et de la même manière, il faut essayer de convaincre une patiente, mais on n'est pas obligé, on est sur un traitement symptomatique, on n'est pas obligé absolu de traiter une patiente, même douloureuse, qui n'aurait pas envie de prendre la contraception. On voit ici aussi, encore une fois, on est là pour traiter une altération de la qualité de vie. Si la patiente vous dit, en fait, chaque fois que je prends une pilule, ma qualité de vie elle est beaucoup plus dégradée que sans pilule, on ne donne pas une pilule pour ça. Un petit mot sur le Dienogest, qui est un macroprogestatif qui, a priori, pour l'instant, n'a pas trop d'effet de type de méningiome. Il a l'AMN spécifiquement dans l'endométriose, seul ou associé à l'éthénylestradiol d'ailleurs. C'est remboursé depuis peu, en tous les cas pour ce qui est du Dienogest seul. À mon sens, il doit rester un traitement de deuxième intention, ne serait-ce que pour qu'on puisse donner quelque chose quand votre thérapeutique n'a pas marché. Il semblerait dans certains cas qu'il commence à être vraiment spécifiquement intéressant, plus qu'une pilule classique, mais c'est encore à creuser dans des cas vraiment particuliers. Le cas particulier de l'adolescente, encore une fois pour vous rappeler que on a souvent ces dysménorrhées chez la patiente, que globalement, ça peut être effectivement l'un des premiers signes de l'endométriose, que clairement, on a affaire à des femmes jeunes, donc c'est hors de question de leur donner des médicaments qui vont entraîner une déperdition en œstrogène trop important. Donc, on oublie les macroprogestatifs, on oublie les analogues et on part effectivement en première intention sur une contraception œstroprogestative. Et on le verra, dès qu'on aura une patiente dont les douleurs de règles de l'adolescence ne seront pas bien prises en charge par une simple pilule, il faudra l'adresser pour un avis spécialisé pour qu'on sache effectivement si on pousse plus loin les investigations ou pas. Vous voyez, plutôt que balancer une IRM, une écho à cette jeune femme de 17 ans, envoyez-la nous et on verra ce qu'on fait, comment on manage les choses avec elle. Les thérapeutiques non hormonales, les antalgiques, on est sur une pathologie chronique où le paracétamol est largement employé, on ne sait pas s'il est spécifiquement efficace, mais ça marche comme antalgique. Les anti-inflammatoires, paradoxalement, ça marche mieux sur la dysménorrhée sans endométriose que sur la dysménorrhée d'endométriose, mais finalement, on le renouvelle aussi si les patients nous disent que c'est efficace. Il y a peu d'études, peu de recommandations dès qu'on sort du palier 1 et a fortiori sur le palier 3 qui sont en général des morphiniques et qui aigus, qui sont les médicaments de la prise en charge de la douleur aiguë et pas de la douleur chronique. Il y a les thérapeutiques non médicamenteuses.
Alors ça aussi, il y a assez peu de données, surtout dans la littérature, il y en a de plus en plus, il n'y a pas de recommandations. Encore une fois, ça va être dans le cadre d'une prise en charge globale, et c'est là aussi l'idée clairement d'un centre de prise en charge de l'endométriose, parce que si c'est pas facile de trouver des fois des médecins spécialistes en endométriose, je pense que c'est encore plus complexe de trouver un kiné, un ostéo, etc., etc. Et donc ça va être la force de ces centres d'endométriose, parce que je suis convaincu que ça va être quelque chose qui va généraliser un petit peu partout, de pouvoir proposer des prises en charge globales de ces patientes, parce qu'une telle aura intérêt à avoir une consultation de sexologie, une autre plutôt une consultation chez le psy, une autre de la sophro, une autre de l'ostéo, de la nutrition, etc. Voilà, de la prise en charge physique adaptée, enfin différentes choses qui peuvent être mises en place. Un petit mot sur les traitements de l'infertilité, qui du coup ne relèvent pas du tout des soignants de premier recours en gynécologie. Ça va être de la médecine de la reproduction, soit des inséminations, soit plus souvent, en tout cas, de la fécondation in vitro. Ça, je n'en dirai pas plus. La prise en charge chirurgicale, juste pour vous dire comment nous, chirurgiens, on s'intercale là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la prise en charge chirurgicale dans le cadre de douleur, c'est le traitement le plus efficace à long terme sur la symptomatologie douloureuse, donc ça c'est clair. C'est un traitement qui en plus va pouvoir améliorer la fertilité spontanée au sein du couple, donc ça peut être intéressant à un moment donné de prendre en charge les patientes comme ça en vue de l'obtention d'une grossesse. Par contre, le revers de la médaille, c'est les exigences qu'il faut qu'on ait sur la prise en charge de cette chirurgie. C'est une chirurgie carcinologique. À l'heure actuelle, on n'a pas trouvé, on n'a pas d'études qui nous montrent que des prises en charge partielles ont une quelconque efficacité. C'est une chirurgie qui se complique, qui a des complications qui sont pas rares. Ça nécessite des prises en charge multidisciplinaires. On a souvent besoin des chirurgiens digestifs, des urologues, une équipe spécialisée. Il y a toujours la problématique de la récidive, même si c'est pas à coup sûr et loin de là. Et il y a des patientes qu'on va opérer une fois et qui plus jamais n'auront de symptômes d'endométriose. Et en tous les cas, toujours, c'est dans un but précis, et c'est ce qui est intéressant dans la prise en charge de l'endométriose, c'est qu'à chaque fois, on va réécrire l'histoire uniquement pour la personne à qui on a en face, et elle a beau avoir exactement la même lésion que la patiente que vous avez vue avant, vous allez lui proposer une prise en charge qui va être radicalement opposée. Et voilà, c'est vraiment du cas par cas, et c'est pas du tout collé sur la lésion, mais sur les symptômes. Voilà. Il nous reste quelques diapositives, à mon avis, les plus intéressantes pour vous. Vous avez une patiente qui vient vous voir, première consultation, pour un syndrome douloureux chronique dans lequel vous allez identifier des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports, des douleurs pelviennes chroniques. Donc, on a dit, à mon sens, le temps le plus important, c'est l'interrogatoire. Il faut évaluer la douleur, intensité, retentissement sur la qualité de vie. Soyez pas avare sur les détails, tout ce que vous pouvez récupérer, c'est toujours intéressant. Vous allez rechercher ce qu'on pourrait appeler des symptômes qui vraiment peuvent vous mettre sur la piste d'une endométriose. J'en ai serré quelques-uns. C'est des dysménorrhées importantes avec un EVA supérieur à 7, avec de l'absentéisme, et qui vont résister aux antalgiques de palier. Paracétamol, ça ne marche pas, l'ibuprofène, ça ne suit rien du tout. Et éventuellement, c'est le contexte associé d'infertilité. Dysménorrhée plus infertilité ou douleur pelvienne plus infertilité, ça va faire. Et enfin, vous allez rechercher spécifiquement des symptômes d'endométriose qu'on pourrait qualifier de profonde. Ça va être les dyspareunies profondes. Est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports, quelles que soient les positions, et puis des douleurs cycliques à la défécation, douleur passage de la selle pendant les règles. Signe urinaire cyclique, c'est plus fréquent. Avec tout ça, vous allez avoir un faisceau d'arguments qui va vous orienter sur ou faire suspecter une atteinte endométriosique. Vous pouvez faire éventuellement un examen pelvien. Déjà, c'est une patiente qui a eu des rapports, ça c'est clair, examiné par une petite jeune de 17 ans qui n'en aurait pas eu. Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des choses particulières sur cet examen clinique? Ça enrichit un petit peu les choses. L'échographie pelvienne, dans les recommandations françaises donc, de 2017, elle est recommandée de ce point de vue-là. Clairement, encore une fois, on ne va pas faire d'échographie vaginale chez une patiente qui n'a jamais eu de rapport, et la rentabilité d'une échographie abdominale pour recherche d'endométriose chez une patiente de 17 ans est proche de 0, sauf à ce qu'elle ait un endométriome de 5 cm. Sans ça, on ne verra rien de particulier. Donc,
moi, je reste assez dubitatif sur l'intérêt absolu de faire cette échographie-là. À l'issue de cette consultation, finalement, la première chose que vous allez devoir faire, vous avez une patiente qui est venue vous voir pour des douleurs. Donc, la première chose, c'est de répondre à cette symptomatologie douloureuse. Donc, première chose à faire, c'est prescription et le traitement de première intention de la symptomatologie douloureuse à type de dysménorrhée, plus ou moins d'autres symptômes, c'est la mise sous contraception œstroprogestative. Donc ça, vraiment, il faut y penser. Alors, vous y pensez de plus en plus, mais c'est vrai que souvent, avant, on avait des patients, des confrères qui nous envoyaient des patientes en ayant fait « ouais, je pense que c'est l'endométriose », ils avaient vu juste, mais finalement, ils n'avaient pas traité la patiente. Et il ne faut pas oublier, la patiente, encore une fois, elle ne vient pas forcément vous voir, j'exagère un peu, pour savoir si elle a l'endométriose ou pas, elle vient vous voir parce qu'elle a mal, en fait. Donc, il faut la traiter, il faut répondre à sa demande. Si vous avez des arguments, un faisceau d'arguments qui vous fait penser à une endométriose profonde, s'il y a de l'infertilité, si vous avez découvert objectivement une lésion d'endométriose, souvent un endométriome, ça nécessite d'emblée une prise en charge, un avis spécialisé en endométriose. Et là, c'est ce que disait plus ou moins une IRM, parce qu'à mon avis, il vaut mieux privilégier un avis clinique qui dira si oui ou non on pousse sur l'IRM, dans quelles conditions, chez qui, comment, etc., que l'IRM d'emblée. Et puis, dans tous les cas, cette patiente, il faudra prévoir de la revoir pour réévaluer la thérapeutique que vous avez mis en place. Donc, si on se résume, si vous suspectez une atteinte endométriosique, si en tous les cas, vous avez une patiente qui vient vous voir pour des douleurs qui peuvent y faire penser, la première chose à faire, c'est répondre à sa demande. Elle a mal, il faut lui proposer un traitement antalgique. Deuxièmement, si vous avez des arguments qui vous font penser que ça peut être une endométriose pelvienne profonde, il y a possiblement une infertilité derrière, donc lui mettre une contraception, c'est pas une super idée. Il y a des lésions visibles d'endométriose sur un examen qu'elle vous apporte. À ce moment-là, avis spécialisé en endométriose. Et puis, c'est une patiente que vous allez revoir à un moment donné parce qu'il faudra évaluer comment évoluent ses symptômes, quelle est la thérapeutique que vous avez mis en place, est-ce qu'elle est efficace. Donc, à cette consultation justement de réévaluation pour syndrome douloureux pelvien chronique, il y a deux possibilités. Vous avez une patiente qui est franchement améliorée par votre symptomatologie, par votre prise en charge. Vous n'avez pas non plus d'éléments qui vous font objectivement penser à une atteinte endométriosique profonde, endométriome ou infertilité. Vous pouvez tout à fait la garder vers vous, puisque finalement, on ne prend en charge les patientes endométriosiques que quand elles sont symptomatiques et l'objectif de notre prise en charge, c'est l'amélioration de leur qualité de vie. Si vous avez obtenu ça de vous-même d'emblée, c'est parfait. Continuez à suivre la patiente en restant attentif à ses symptômes, on va le voir tout à l'heure sur notre diapo, et à adresser à nous s'il y a un déséquilibre qui apparaît. À l'inverse, si la contraception en première intention n'a pas marché, c'est bien qu'on voit ces patientes. Donc, si vous avez des dysménorrhées isolées, c'est ce que je viens de dire, qui sont bien contrôlées par une contraception hormonale, stop, on s'arrête là, on continue avec la contraception. Vous dites à la patiente, c'est peut-être une atteinte endométriosique, mais vous êtes bien prise en charge. Pour l'instant, on en reste là. C'est pas la peine d'aller faire une IRM, d'aller faire quoi d'autre chose. On reste attentif. Venez me voir si, à un moment donné, il y a des changements. Ne pas retarder la mise en place d'une contraception hormonale en l'absence du désir de grossesse. C'est comme ça que vous allez améliorer vos patientes. Encore une fois, on ne peut ne pas réaliser un examen clinique ou une échographie, a fortiori chez la femme jeune, chez l'adolescente, celle qui n'a jamais eu de rapport, etc., etc. Ça ne changera pas fondamentalement votre prise en charge. Si finalement la patiente elle vient vous voir plutôt sur un versant infertilité qui est vraiment là, effectivement, dès lors que l'on suspecte une endométriose dans le cadre d'une infertilité, ça demande une prise en charge spécialisée. Prise en charge spécialisée plutôt en centre d'endométriose, en centre d'infertilité, parce que on a vraiment besoin de cette pathologie-là qui est ciblée, et on a vraiment besoin d'avoir cette vision endométriosique, qui est une vision qui est beaucoup plus transversale, qui va aussi penser fertilité spontanée, etc., et qui ne pense pas forcément à prise en charge en aide médicale à la procréation. Découverte fortuite d'une endométriose, la première chose à faire, c'est de se poser la question, comme je disais en préambule, est-ce vraiment une patiente asymptomatique? Si c'est le cas, pas forcément d'intérêt de le traiter, sauf si elle a besoin d'une contraception par ailleurs, mais sinon sans ça, il n'y a pas de raison de lui imposer en tout cas. C'est pareil, c'est une patiente que vous allez revoir, et puis si vraiment il ne se passe rien, on peut en rester là, puis si vous avez un doute, vous pouvez aussi nous l'envoyer en disant « je suis quand même embêté, j'ai une patiente, elle n'a pas de symptômes, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait ?» Soit en fait il s'avère que c'est une patiente infertile et on retombe sur nos pattes, soit il s'agit en fait d'une patiente algique et on retombe également sur nos pattes.
Quel est le suivi au long cours, du coup? Parce que je vous dis qu'il faut revoir les patientes. Mais le suivi, il va être clinique. Même si vous avez une IRM qui vous dit une endométriose, c'est pas la peine d'aller renouveler cette IRM tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. L'idée, c'est qu'il y ait cette notion d'équilibre entre les symptômes et la thérapeutique. Elle vous apporte ça de symptômes dans la balance, en face, vous apportez ça en thérapeutique et globalement, elle est équilibrée. Il faut rechercher régulièrement les déséquilibres. Est-ce qu'il y a de nouveaux symptômes qui sont apparus? Est-ce que le symptôme existant s'est dégradé? Est-ce qu'il y a l'apparition d'un effet indésirable de votre contraception? Est-ce qu'il y a un changement d'objectif, notamment un désir de grossesse? C'est à l'occasion de ces déséquilibres qu'on se repose des questions et qu'éventuellement, vous pouvez nous envoyer les patients. Le désir de grossesse, justement. Alors, on est embêté, vous avez une patiente endométriose connue, elle était bien améliorée par sa contraception, et là, d'un seul coup, elle vient vous dire, bah, en fait, j'ai envie de mettre en route une grossesse. Alors, vous dites, mince, est-ce qu'elle est infertile, est-ce qu'elle ne l'est pas, mais en même temps, elle n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Voilà. Donc, globalement, on va privilégier la grossesse spontanée, on va faire comme chez tout le monde, vous voulez une grossesse, vous arrêtez votre contraception. On ne fait pas de bilan d'emblée, et ce n'est pas la peine. Il n'y a que 30% des patients qui ont une problématique de fertilité, ça veut dire qu'il y en a 70 qui n'en auront pas, donc ce n'est pas la peine d'aller faire des choses. On prévoit une thérapeutique antalgique de substitution. Cette patiente, elle avait des dysménorrhées. Finalement, elle va arrêter sa pilule. Elle était bien prise en charge par la pilule. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il ne faut pas la laisser partir de votre cabinet sans au moins du paracétamol et un anti-inflammatoire et en lui disant de le prendre systématiquement au moment des règles, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On définit une durée à la conception spontanée, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la patiente, et ça va être complètement arbitraire, mais on ne laisse pas la patiente dans la rue en lui disant écoutez, vous revenez me voir quand vous êtes enceinte. Non, on lui dit écoutez, là, vous avez tel âge, etc. On se revoit dans 4 mois, on se revoit dans 6 mois, on refait le point à ce moment-là pour justement bien réévaluer les choses. Est-ce que la douleur, elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas revenue? La grossesse? Bref. On organise donc un suivi de ces patientes-là. Et après, il faudra forcément arrêter la contraception. L'idée, c'est comme si vous avez une course entre deux choses, la grossesse et les douleurs, et on va voir qu'est-ce qui arrive en premier. Si c'est la grossesse, c'est bingo. Si c'est les douleurs, on verra. Il faudra peut-être prendre en charge ces patientes. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu l'endométriose, avoir quelques petites idées un petit peu claires et quelques diapositives assez simples sur la prise en charge de ces endométrioses. La prochaine fois, et donc effectivement, alors j'ai fait le 3 mai, c'est le 5 mai, on disait non, je ne sais plus, il faudra qu'on va vérifier tout ça, mais en tout cas début mai, l'idée, ça va être de vous présenter finalement qu'est-ce que ça change. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait un centre de prise en charge multidisciplinaire de l'endométriose? Qu'est-ce que ça change pour vous? Comment ce centre, en tous les cas celui qu'on a pensé sur la clinique Beldon, va s'organiser avec votre pratique à vous? Est-ce que c'est voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Je vous remercie et à la prochaine fois.